Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. De nouveau aujourd'hui, j'ai 6 romans à vous présenter. Contrairement à la dernière fois, il n'y a pas que du bon, hein. Clairement il n'y a pas que du bon. Il y a deux très moyens, dont un que j'ai vraiment pas aimé d'ailleurs. Il y en a un que j'ai pas aimé, il y en a deux. En fait voilà, il y en a un que j'ai pas aimé, un très moyen, un que j'ai beaucoup aimé et deux que j'ai surkiffé de ouf. Donc il y a quand même du très bon dans cette vidéo. Mais il n'y a pas que du bon. Je me suis dit qu'on allait commencer par ce que j'ai pas trop aimé pour pouvoir monter crescendo et aller jusqu'à l'explosion finale et puis kiffer avec les derniers romans qui sont juste trop bien. Le roman que je vais vous montrer là, c'est je crois très certainement la plus grosse déception de ces dernières semaines, voire derniers mois. Parce que je pense que j'en attendais énormément de ce roman. Il s'agit de Nickel Boys de Colson Whitehead, pardon, aux éditions Albin Michel. Donc c'est un roman de la rentrée littéraire que j'attendais énormément. J'avais déjà lu 2-3 petits extraits, des choses comme ça, de Colson Whitehead, qui est un auteur afro-américain qui est considéré comme l'une des plus belles plumes américaines aujourd'hui, en sachant qu'il a gagné le prix Pulitzer aussi, donc c'est vraiment, le mec il a vraiment, voilà, il est quand même réputé pour déjà avoir une plume divine, et aussi pour traiter des sujets importants et les traiter de façon très correcte. Je suis désolée si vous voyez, parce que ça fait très chelou, mais en fait je me suis brûlé le pouce et je peux pas le plier et je peux pas le ranger. Je suis désolée, c'est juste que là moi je me vois dans le retour, c'est ridicule. Je voulais pas vous raconter ma vie, en plus vous devez voir la... On doit voir la... Je sais pas comment tenir le livre. Je vous assure que quand il vous manque un pouce à la main, eh ben c'est très compliqué. Je pourrais le tenir de l'autre côté en fait. Mais oui meuf, sois intelligente. Ça y est, j'ai retrouvé mon cerveau, je le tiens à droite. Pas le cerveau, le livre. Oh là là. Bref, donc voilà, il traite de sujets vraiment très importants, souvent des gros sujets d'actualité et de société américaine, et du coup c'est vrai qu'il a quand même une très bonne réputation, particulièrement en littérature américaine, littérature plus classique hein, américaine. Et j'avais pas lu Railroad, truc comme ça, je me souviens plus du titre, l'année dernière, parce que, bah, je sais pas, j'étais juste passée à côté. Par contre, du coup, quand j'ai vu dans le catalogue Albin Michel qu'il y avait Nickel Boys qui sortait, je me suis dit, oh my god, il faut absolument que je lise ce bouquin. En plus, le sujet, ça parlait de ségrégation raciale, encore. Il y a vraiment beaucoup en ce moment de romans sur le sujet. Mais voilà, on est dans les années 60, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, puisqu'on est en Floride, et on parlait d'un... Alors, c'est pas une histoire vraie, mais il s'est inspiré de choses qui ont existé, et on parlait en fait c'est pas un foyer, d'une maison de redressement, Nickel, qui en fait faisait des trucs pas très clairs en fait, hein. Et je me suis dit ça va être génial, ça va être poignant, déchirant, va y avoir plein de dénonciations et tout. J'étais franchement mais au taquet, vous imaginez même pas. Du coup, alors c'est pas le premier de la rentrée littéraire que j'ai lu, mais c'est le deuxième, donc hein, voilà. Et alors mon dieu, mais quelle déception, mais quelle déception. Je suis littéralement passée à côté de tout le roman. Je me suis mais ennuyée en fait. Le roman commence avec une histoire, il y a eu des fouilles pour construire un immeuble, enfin pour construire un complexe immobilier. Il y a eu des fouilles et on retrouve du coup des squelettes, on retrouve des ossements, on retrouve pas mal de choses, ce qui va remuer un petit peu tout ça et qui va nous amener à rencontrer un jeune homme qui s'appelle Elwood, enfin un homme qui s'appelle Elwood, qui lui sait pourquoi il y a des ossements à cet endroit-là, et tout simplement parce qu'en fait ce sont... Ça a un rapport avec la maison de redressement dans laquelle lui il a passé une partie de son adolescence, et il dit qu'il comprend pas pourquoi tout le monde s'insurge et pourquoi voilà, en gros pourquoi tout le monde se montre le bourrichon autour de tout ça, bref. Et lui en fait il va nous raconter son histoire. Donc on va suivre l'histoire de Elwood, qui est un jeune afro-américain en pleine ségrégation raciale, hein, puisque années 60, sud des États-Unis, enfin voilà, on est à fond dedans, qui a une vie plutôt assez rangée. Il vit seul avec sa grand-mère, mais il a une vie plutôt assez rangée. C'est un gamin sans problème en fait, c'est un gamin sans problème, qui va très vite prendre un boulot à côté de l'école. Il va travailler dans un petit commerce en fait. Il va être apprécié de tout le monde, aussi bien des gens qui font partie de la communauté noire et de la communauté blanche également. Tout va très bien se passer pour lui jusqu'au jour où il doit intégrer une université, et pour cela il va devoir traverser une partie du pays
en voiture avec quelqu'un d'autre, sauf que ils vont se faire arrêter et il s'avère que cette voiture était volée. Alors évidemment, Elwood il est pour rien dans tout ça, mais il va se retrouver, comme il est mineur, il va pas aller en prison, il va se retrouver à Nickel, donc dans cette fameuse maison de redressement. Et alors, je vous spoil rien, c'est dans le résumé, et c'est un roman qui fait 230 pages, un truc comme ça, donc ça va extrêmement vite, hein. Tout ça c'est en 30 pages, hein, ce que je viens de vous raconter. Et en fait, ensuite on est, voilà, entre les murs de cette maison de redressement. Cette maison de redressement, il y a un espace qui a un drôle de nom qui s'appelle la Maison Blanche. Enfin, les Noirs qui sont enfermés appellent ce coin la Maison Blanche, et les Blancs qui sont enfermés parce qu'ils sont séparés, hein, dans la maison de redressement, les Blancs appellent ça la... Ah merde, je me souviens plus, c'est un nom aussi particulier, et le nom est lié aux dégâts que ça cause sur la peau. Voilà, parce que c'est un peu un endroit où on torture entre guillemets les gamins. Je dis bien entre guillemets parce que oui, c'est de la torture, mais enfin c'est du mauvais traitement. Voilà, ils vivent un enfer, hein, ces gamins, au sein de cet endroit. Et en fait voilà, l'histoire c'est ça, l'histoire de ces adolescents au sein de cette maison de redressement. Et en fait, ça aurait pu être... Je pensais que ça allait être plus poignant en fait. Et j'ai trouvé que le style, qui est très beau, je l'ai déjà dit, mais le style fait que ça reste une narration ultra froide, avec absolument aucun sentiment. J'étais totalement externe à toute l'histoire. Je vous dis, les gamins, ils subissent des trucs pas très cool, ils font des trucs pas très cool non plus d'ailleurs, hein, certains, et mais ça glissait sur moi, hein, vraiment, alors que pourtant je suis quelqu'un de très sensible et je pleure très facilement quand je lis, je suis facilement très très atteinte, et là ça glissait. Je m'en fichais en fait, peu importe ce qui arrivait aux ados, je m'en fichais. Je ne trouvais pas ça intéressant, je trouvais que les relations qu'ils avaient entre eux n'étaient pas intéressantes. Voilà, j'ai juste aimé le début, comment c'est mis en place, le fait que justement il y avait voilà... ces histoires de fouilles, tout ce qu'on avait découvert qui amenait à raconter l'histoire, la relation d'Elwood avec sa grand-mère au début était assez touchante, et puis bah, une fois qu'il est dans la maison de redressement, ce qui correspond aux 3/4 du roman, et bah à partir de là je lisais, mais sans aucune passion, tu vois, je lisais des mots, quoi, voilà, je lisais des mots, ça me faisait rien, voilà, ce livre m'a laissé totalement froide, j'ai rien ressenti, et du coup j'en ressors en mode... Je peux pas vous en dire plus, voilà, perso j'ai pas accroché, je suis passée complètement à côté, je dis pas que c'est une mauvaise histoire ou qu'il y a des choses mauvaises, hein. Je dis juste que moi je suis passée à côté et je vous dis ça a glissé comme ça. Piou, voilà, j'allais dire trop de vaseline, ou trop de margarine, comme tu veux, voilà. Alors un autre roman qui a été moyen pour moi, il s'agit de Lovecraft Country de Matt Ruff, aux éditions 10-18, qui est d'ailleurs le cadeau de l'une d'entre vous. Ce livre me faisait tellement envie, donc la personne qui me l'a offert est venue me voir en me disant « Ah, je suis tellement désolée !» Mais non, en fait, vraiment non, parce que les lectures moyennes ou les lectures qui nous convainquent pas font aussi partie de notre bagage culturel littéraire, et je trouve ça hyper important aussi d'avoir ce type de lecture. Ça serait tellement triste d'avoir que des excellentes lectures, puisque de toute façon on se rendrait même pas compte qu'elles sont excellentes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Non, pour moi c'est aussi important d'avoir ce type de lecture, et de toute façon ce roman me faisait mais tellement envie que je me suis plongée dedans avec délectation. J'ai beaucoup aimé la première partie, et en fait la suite, c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que pour moi c'était trop what the fuck, et j'étais un peu... En fait l'auteur m'a paumé, je pense, c'est surtout ça, l'auteur m'a largué. On est... Non, ça me fait rire parce qu'on est fin des années 50, début des années 60, aux États-Unis, en pleine ségrégation raciale. Attention, il y en a un troisième après avec le même thème, je vous préviens. Donc en pleine ségrégation raciale, on suit un jeune homme noir, Atticus, qui revient de la guerre. En fait, il a fait la guerre de Corée. Il revient de la guerre et il décide d'aller à Chicago parce qu'il a reçu une lettre de son père lui disant qu'il avait besoin de le voir. Donc il prend sa bagnole et il traverse une bonne partie du pays. Le parcours se fait pas toujours bien, il est épaulé d'un guide. Alors attendez, parce que le nom était très drôle. Enfin très drôle, c'est une façon de parler, hein. Le guide de voyage serein à l'usage des Noirs. Voilà, édition été 54.
Alors en fait c'est un petit ouvrage qui en gros informe les personnes noires des endroits dans lesquels ils sont entre guillemets les bienvenus. Donc tu peux t'arrêter dans tel café, on va te servir. Tu peux t'arrêter dans tel hôtel, on va te filer une chambre. T'arrêtes surtout pas là, on va te jeter des patates. Enfin tu vois le genre quoi. C'est vraiment le petit guide hein, qu'ils éditent eux-mêmes et qu'ils se transmettent. En l'occurrence là c'est son oncle qui l'édite. Bref, donc Atticus il prend sa voiture, il trace pour aller à Chicago retrouver son père. Sauf que quand il arrive à Chicago, son père n'est pas là. Il va chez son oncle George, qui est éditeur, hein, qui édite ce fameux guide, et puis voilà, qui est passionné de lecture, et ils ont un point en commun tous les deux, c'est qu'en fait, ils aiment la littérature d'hommes blancs. Alors, pourquoi je le précise? Parce que c'est un grand sujet de débat pendant un moment de fin. Je sais pas si c'est vraiment un débat, mais en tout cas, il y a tout un passage dans le roman où en fait Atticus nous explique que son père, Monrose, trouve ça aberrant en fait qu'Atticus aime et défend et protège la littérature des Blancs. Voilà, donc il y a tout un sujet aussi autour de ça. Et Atticus est complètement passionné par cette littérature un peu étrange, Lovecraftienne. Alors moi j'appelle ça comme ça, mais le vrai nom, je crois que c'est le pulp. Voilà, pulp et science-fiction. Et donc il est passionné de ça, son oncle George aussi, donc ils ont tendance à échanger des titres, etc. Enfin bref. Ils vont vouloir aller voir du coup le père d'Atticus, qui finalement n'est plus à Chicago. Ils vont apprendre que Atticus est parti dans une voiture assez rutilante, belle, flamboyante et compagnie, avec un homme blanc. Ce qui est assez surprenant parce que le père d'Atticus, c'est pas dans ses habitudes de copiner avec les blancs. Donc il trouve ça bizarre et il va avoir dans un courrier, etc., il va apprendre qu'en fait son père continue à mener une espèce d'enquête pour connaître le passé de la mère d'Atticus, puisque c'est assez mystérieux. Son arbre généalogique n'est pas complet et on ne sait pas finalement d'où elle vient. Enfin, en gros, qui était le maître de ses ancêtres, dans quelle plantation elle a, j'allais dire exercé, mais c'est pas du tout le terme, mais de quelle plantation vient finalement ses ancêtres, enfin voilà. Le père d'Atticus veut connaître tout ça depuis des années, alors que la mère disait non, 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 et lui continue à mener cette enquête, et cette enquête va l'emmener dans un bled, je ne sais même plus comment il s'appelle, va l'emmener dans un bled à l'autre bout du pays, hein. Et du coup Atticus va partir avec son oncle et une femme qui s'incruste avec eux, et ils vont partir en bagnole retrouver le père d'Atticus dans ce fameux bled. Et là en fait sur la route, tout ce passage là c'était super intéressant. Sur la route ils traversent des villes et c'est pas des départements aux États-Unis, n'importe quoi, et des états où les noirs sont loin d'être les bienvenus, hein. Ils vivent des choses pas cool, hein, du tout. Et quand ils arrivent dans le Devon, donc pas loin de leur destination finale, il va se passer un truc étrange en forêt, et là je me suis dit, tu sais, je commençais à frissonner, j'étais à fond. Franchement le début j'ai vraiment beaucoup aimé, et moi j'étais un peu en mode frisson et tout, en mode putain mais qu'est-ce qui se passe dans cette forêt et tout, ça y est on va avoir des trucs chelous. Effectivement il se passe des trucs bizarres mais on sait pas trop quoi, et là on découvre que Atticus aurait un lien avec une famille qui s'appelle Braithwaite. Oui c'est ça, pardon j'ai bugué, qui est une famille assez chelou, qui serait à la tête, alors pas d'une secte, mais d'un regroupement de personnes bizarres on va dire, et à partir de là, la vie des trois protagonistes va complètement être bouleversée, parce qu'il va se passer plein de choses dans cette espèce de manoir dans lequel ils atterrissent. Jusque là c'était sympa, mais à partir du moment où ils quittent le manoir, donc Atticus, George, donc son oncle, et je me souviens plus du nom de la fille, c'est énervant, je me souviens pas de son nom, ça m'énerve, j'arrive pas à retrouver, et la jeune femme, donc les trois, quand ils vont réussir à, entre guillemets, s'échapper de ce manoir, ils vont retourner à Chicago, et à partir de là, les trois vont vivre des choses assez déroutantes. Je sais pas trop quoi utiliser. Et moi, c'est à partir du moment où ils sont retournés à Chicago que j'étais en mode... Non, c'est trop bizarre pour moi tout ça. C'est trop bizarre et j'accrochais pas plus que ça. Ce qui fait qu'en fait c'est très... cette première partie je l'ai vraiment beaucoup aimée. Même si le style est très particulier. Il y a beaucoup de narration par contre. Pardon. Il y a beaucoup de narration, il y a peu de dialogue. Il n'y a pas de chapitre. Donc ceux qui ont l'habitude de s'arrêter à un chapitre, bah, va falloir prendre sur vous parce qu'il n'y a pas de chapitre. Mais le début était vachement prometteur. J'en parlais à Céline... de Céline Lecture par message en lui disant ah je kiffe le début, je kiffe, c'est trop bien et tout, et puis il arrive ce truc, on est à je sais pas à moins de la moitié, où là ça part
en je sais pas quoi, et j'étais... Mais non, en fait, c'est trop chelou, j'accrochais plus, en fait, et ça passait plus, voilà. Par contre, ça me paraissait trop what the fuck en livre, mais la série existe. Alors, l'autre jour, sur Instagram, j'ai eu le malheur de dire que c'était sur Netflix. La police de la télé est venue m'interpeller, mais non, Pikiti, ce n'est pas sur Netflix, c'est sur OSB. Ah non, c'est pas ça d'ailleurs, c'est OCS. Oui, parce que OSB, c'est autre chose. Donc, oui, c'est sur OCS, je m'étais juste trompée enfin, peu importe, c'est une série dispo en VOD, donc c'est pareil, hein, voilà. Donc la série est dispo sur OCS, je pense que je la regarderai, parce que je pense que ce texte-là, transcrit en visuel, ça doit être sympa en fait. Donc je tenterai le coup. Pour moi, le roman est très moyen, je le trouve pas du tout abordable, hein, d'ailleurs, je préfère le dire. Si vous voulez une lecture facile et légère, faut pas aller vers ça, hein, c'est clairement pas. Mais je suis super contente de l'avoir lu, même si ça reste un livre vraiment en demi-teinte pour moi. Je suis contente de l'avoir lu parce que j'en avais très envie, et parce que je vous dis, la première partie m'a quand même emballée, donc voilà, c'était quand même chouette, même si j'ai l'impression d'avoir lu 2 livres, en fait, c'est ça qui est super chelou avec ce roman, mais c'est vrai que la fin, enfin la deuxième partie, c'est... Ensuite, on va parler d'un petit thriller. Donc, j'ai lu Le Prédicateur de Camilla Läckberg. C'est le 2e tome de sa saga. Donc, le premier, c'était Princesse de glace. Et là, c'est le 2e tome. Donc, on retrouve les 2 protagonistes. Donc, Erika, qui est une autrice, qui avait contribué à l'enquête, hein, du premier roman, qui était un peu au cœur aussi de l'histoire, mais voilà, qui avait contribué à l'enquête. On retrouve Erika dans ce tome-là. Et Patrick, qui lui, pour le coup, est vraiment flic dans cette partie de la Suède. Leur situation personnelle a évolué, je peux pas spoiler, mais leur relation personnelle a évolué, et le problème, c'est que dans ce tome 2, c'est vraiment le truc qui m'a gênée, c'est que, alors, Erika est toujours là, sauf que sa situation privée, personnelle, la situation dans laquelle elle est, fait que, eh bien, on la voit quasiment pas. On la voit un petit peu quand Patrick discute avec elle, on va dire, mais Erika n'intervient pas dans l'enquête, et c'était franchement trop dommage, parce que moi j'adore quand elle est dans l'enquête, et là du coup elle y était pas, et du coup il me manquait un truc en fait, tu vois, c'est comme si tu regardes Starsky et Hutch, oui, référence années 80, je suis désolée, 80-90, tu regardes Starsky et Hutch, et il y a tout un épisode où il y a que Hutch et pas Starky, bah ouais, mais non, ça le fait pas en fait. Bah là c'est pareil, normalement tu lis Patrick et Erika, et ben si t'as un épisode où il y a que Patrick, et ben non, ça le fait pas. Voilà, moi ça m'a vachement manqué. Au niveau de l'enquête, on va retrouver le corps d'une femme à moitié nue, je crois, dans un endroit assez particulier du petit coin de vacances, là, qui est au bord de mer. Et quand on va venir chercher le corps, on va se rendre compte que sous le corps de cette femme, il y a 2 autres cadavres. Et on va vite faire un lien entre ces 3 corps qui, du coup, sont des cadavres de femmes et qui ont été tués à des moments différents, et surtout qui ont été amenés ici, hein, précisément. Ça va réveiller de vieilles enquêtes, de vieilles querelles familiales, et on va découvrir une famille en particulier dans laquelle l'un des personnages était un prédicateur. Donc il prêchait, et d'une façon assez bizarre, puisqu'il était convaincu que l'un de ses petits-enfants avait le pouvoir de guérison. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et on va se rendre compte que dans cette famille, il y a eu une grosse explosion, et que ça a été assez compliqué entre eux, suite justement aux premières disparitions, puisqu'on n'avait pas retrouvé ces femmes à l'époque, mais on savait qu'il y avait eu des disparitions de femmes. Du coup, l'enquête va revenir sur cette famille. On est très centré autour de cette famille, hein, qui a un rôle important dans la communauté, et autour de Patrick. Alors, on voit un peu Erika, on revoit un peu sa sœur qu'on a vue dans le tome 1, mais c'est tout. J'ai moyennement aimé ce tome. Alors, l'enquête était sympa, hein, c'est pas le problème. C'est juste que, voilà, déjà, moi, il n'y avait pas Erika dans l'histoire, et ça m'a saoulée, parce que j'avais envie d'avoir cette enquête où j'aime bien, justement, le fait qu'on ait un flic et une romancière qui a l'habitude elle écrit des romans assez particuliers, et du coup elle a l'habitude en fait de faire beaucoup de travail de recherche, et c'est hyper intéressant d'habitude, et c'est là que ça m'a manqué. Donc ça, déjà, ça m'a déplu, et surtout, contrairement au premier tome, dans celui-ci, mais j'ai trouvé vachement de longueur en fait. J'aime beaucoup les polars, enfin les thrillers nordiques, parce que c'est des livres qui prennent leur temps, c'est des livres d'ambiance, et j'aime ça dans le thriller. C'est vraiment ce que je préfère, d'ailleurs, je me rends compte au fur et à mesure, et du coup, là, c'est bien, on est dans l'ambiance, mais c'est un peu trop, en fait. C'était un peu trop, il y a un moment, j'avais envie que ça accélère, quoi. Après, c'est un roman qui
qui est pas si court, si court, je ne sais plus parler, il fait 500 pages quand même, hein. Mais voilà, bon par contre on notera la beauté de l'édition Babel Noire, voilà, j'adore cette collection, elle est sublime. Voilà, j'ai bien aimé, l'enquête était sympa, mais pour l'instant, j'allais dire pour l'instant celui que j'aime le moins en même temps c'est que le tome 2. Par contre j'ai hyper hâte du coup de lire le 3, je pense que je vais me le faire au mois de septembre, parce que j'ai envie de retrouver Erika, parce que moi j'avais attaqué celui-là dans cet espoir-là et je l'ai pas eu. Mais voilà, c'est une saga que j'aime bien. De toute façon voilà, moi les romans nordiques j'aime beaucoup, donc voilà, j'étais quand même très contente de le lire, même si je vous dis voilà, j'y ai trouvé des longueurs et puis pas assez de présence de ce personnage que personnellement j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu le dernier roman de Clarisse Sabard, donc il s'agit de La femme au manteau violet. La couve est très 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 jolie. Comme d'habitude dans le roman de Clarisse Sabard, on va être sur 2 temporalités. Là on est aujourd'hui, ouais, 2018, avec Jo qui va, suite à un truc, bref, je vous laisse découvrir, elle va faire un examen à l'hôpital et on va se rendre compte qu'elle a un anévrisme qui est prêt à, voilà, à péter. On lui dit que, en gros, on peut l'opérer pour essayer de lui sauver la vie, parce que si ça lâche, elle meurt, quoi. Sauf que, y a quand même des risques, c'est-à-dire que l'opération pourrait la tuer, et si l'opération ne la tue pas, ça peut lui laisser des séquelles, on sait pas, en fait. Donc on lui dit, voilà, il faut que vous choisissiez, qu'est-ce que vous voulez faire ? Jo sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle est un peu perdue, du coup elle va aller demander conseil à son grand-père, dont elle est très proche, donc Pépé, dont elle est très proche, et son grand-père, voyant qu'elle est un peu paumée en plus, et son grand-père va lui confier une mission, une espèce d'enquête. Il va lui dire, voilà, il y a quelque temps j'ai reçu cette lettre avec ce médaillon, ça vient d'un tel, est-ce que tu peux m'aider ? Donc sa petite fille, ne pouvant rien refuser à son Pépé adoré, va commencer à vouloir mener cette enquête, ce qui lui change un peu hein, de son questionnement et de savoir si elle se fait opérer ou pas. Et du coup là, on va partir dans l'histoire d'une autre femme, Charlotte, dans les années 30 à New York. En pleine prohibition, c'était super intéressant, t'apprends plein de trucs sur la prohibition, je m'y étais jamais intéressée pour être honnête, et j'ai appris plein de choses, le pourquoi il y a eu cette interdiction de vente d'alcool, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes en tout cas, dans les années 30 aux États-Unis, la vente d'alcool était illégale. Encore aujourd'hui, le rapport à l'alcool des Américains est très particulier, hein, parce qu'ils se biturent la tronche très très jeune, très rapidement, hein, et pourtant la consommation d'alcool dans la rue est totalement interdite. C'est pour ça que dans les films ou dans les séries, vous voyez un sac marron qui recouvre les bouteilles, même quand ils boivent une bière, hein, parce que tu n'as pas le droit de boire de l'alcool dans la rue. Je crois que tu n'as pas le droit non plus de la transporter, il ne faut pas qu'elle soit visible. Ils n'ont pas le droit de boire avant 21 ans, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses encore aujourd'hui un peu chelou avec l'alcool, mais dans les années 30 c'était totalement interdit, donc il y avait forcément un marché parallèle, un marché parallèle de l'alcool, et Charlotte donc arrive à New York, c'est une Française, elle vient avec son mari avec qui elle n'est pas spécialement très heureuse, ils ont laissé leur petit garçon chez eux en France, là ils viennent parce que son mari en fait a une exploitation de champagne et du coup il vient pour vendre de l'alcool en fait à la mafia new-yorkaise, hein, on va dire ça comme ça, sauf que la vie de Charlotte va complètement changer quand elle va arriver à New York. Ça va vriller complètement, voilà, et on va suivre sa vie à elle, et en parallèle on verra Jo qui mène l'enquête pour savoir, voilà, et on va avoir un lien forcément entre cette fameuse Charlotte et le Pépé, hein, évidemment. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup la plume en fait de Clarisse Sabard. Je trouve qu'elle écrit bien, c'est fluide, c'est net, c'est bien en fait, c'est toujours très bien. C'est pas mon préféré parce qu'il y a un truc qui m'a un petit peu pas fait grincer des dents, mais où je me suis dit quand même. En fait, Charlotte, je vous dis, quand elle arrive à New York, il va lui arriver beaucoup de choses. Et le problème, c'est que j'ai trouvé que c'était plus, enfin tu vois, c'était une surenchère constante, et quand le dernier truc lui tombe sur le coin de la tronche, j'étais en mode, non là c'est trop quoi, et du coup ça faisait beaucoup pour moi, c'était trop, ça me paraissait trop, je me dis que dans la vraie vie c'est pas possible en fait, enfin je veux dire, en tout cas moi personnellement je subirais tout ça, je me dirais qu'il y a un problème en fait, hein. Et voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu, voilà, faut que j'arrête avec, mais voilà, c'était pas une explication en plus, mais en même temps, pour être honnête, tous ces éléments, tout ce qui lui arrive et qui faisait que moi, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était trop,
sont importants et servent le récit. Donc quelque part, j'ai ce truc qui me dit ouais mais c'était trop, mais d'un autre côté je me dis oui mais elle avait besoin de ça pour déclencher autre chose. Donc je le comprends. On est dans les années 30 du coup à New York. Il va y avoir encore une histoire de personnes noires qui, voilà, alors on n'est pas dans... On nous parle pas réellement de la ségrégation. Par contre, oui, on nous met quand même un peu en avant cette différence qu'il y a aux États-Unis entre les gens de couleur blanche et les gens de couleur noire. Parce que Charlotte, quand elle arrive et qu'elle va rencontrer un homme noir, en fait, qui va l'aider, l'homme va l'aider, et elle va devenir amie avec lui, en fait. Et, alors c'est pas à cause de lui hein, que sa vie change, loin de là, mais voilà, elle devient amie avec lui. Et en fait, elle n'arrive pas, au début, elle a beaucoup de mal à comprendre, en tant que Française, en fait, cette scission, en fait, qu'il y a entre les Blancs et les Noirs. Elle n'arrive pas à le comprendre parce que, en France, en Europe, voilà, oui, les personnes de couleur noire ne sont pas tout le temps bien perçues, et c'est une vérité, encore plus dans les années 30, mais c'était pas au point des Américains en fait, enfin clairement pas, on n'était pas à ce stade-là, et du coup elle est un peu paumée, donc on nous met quand même ça en avant. Je vous dis, hein, dans quasiment tous les romans que j'ai lus, il y avait de la ségrégation, c'est un truc de fou. C'est pas fait exprès, hein, mais c'est le hasard. Voilà, donc on a quand même un petit peu ce truc-là de traiter. Par contre, voilà, ce qui est passionnant, c'est tout ce qui est prohibition, j'y arrive pas, hein. Prohibition dans les années 30, voilà, je pense que celui-là va plaire à énormément de monde. Moi, mon préféré pour l'instant reste celui de l'année dernière, ceux qui voulaient voir la mer, je l'ai adoré, c'est mon chouchou, voilà, c'est mon chouchou. Maintenant, il m'en reste plein à lire de l'autrice, hein, je les ai pas tous lus, mais je retrouve toujours les romans de Clarisse Sabar avec beaucoup de bonheur, et j'ai été très contente de le lire, donc voilà, je vous le conseille si vous avez envie de découvrir sa plume. Si vous aimez les romans à double temporalité, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est chouette. Alors, je vais pas vous la comparer non plus à Kate Morton, parce que c'est pas ça. Mais voilà, on est sur ce type quand même de récit avec aujourd'hui qui t'emmène à une enquête dans le passé. Donc voilà, mais avec une autrice française. Bon, il me reste 2 coups de cœur. Les 2 que j'ai préférés. Du coup, on va commencer par le coup de cœur le moins fort. En fait, je sais même pas si je peux vraiment mettre une échelle sur ces 2 coups de cœur. Juste, il y en a un qui m'a... Alors, il y en a un qui m'a tellement remué que je vais vous en parler à la fin, comme ça, si je finis en petites miettes de crumble, et ben ce sera qu'à la fin. Et je vais vous parler de Alabama 1963. Vous voyez le sourire? Je vous jure, j'ai tellement aimé ce livre. J'ai adoré ce roman. Je l'ai littéralement adoré. On est en 1963, en Alabama. Ségrégation raciale, forcément. En plus, en Alabama, sud des États-Unis, c'est une catastrophe. Et le corps d'une fillette noire va être retrouvé. Une enquête va commencer à être menée, mais voilà, hein, les flics, qui sont des flics blancs, hein, en ont un peu rien à secouer en vrai. Hein. Pour eux, c'est les sauvages qui se sont tués entre eux, donc ils s'en foutent un petit peu. Sauf qu'une autre petite fille va disparaître, et les parents vont insister quand même pas mal au niveau de la police pour qu'ils mènent l'enquête. Voyant que la police ne fait rien, ils vont décider de faire appel à un privé, et ils vont se tourner vers Bud, qui est un privé qui glande pas grand chose, qui réussit tout le temps à magouiller un peu pour gagner un peu de pognon, mais qui se la coule un peu douce, qui picole un peu beaucoup, et qui est, on voit en fait hein, qu'il est, on voit qu'il est à moitié détruit, qu'il a souffert. Donc voilà, donc ils vont faire appel à Bud pour retrouver leur fille. À côté de ça, on suit Adela, qui est juste mon personnage préféré de tous les temps, de tout ce roman plutôt. J'ai adoré ce personnage, c'est une femme noire qui élève seule ses enfants, qui en plus chez elle se tape son beau-frère depuis que son mari à elle est mort, et que son beau-frère s'est fait tabasser par le Ku Klux Klan. Du coup elle l'héberge parce qu'il ne sait pas trop aller. Ils s'en sortent comme ils peuvent. Adela, comme beaucoup de femmes noires à l'époque, travaille comme femme de ménage en fait hein, dans les propriétés des blancs, et donc elle travaille dans plusieurs endroits. En fait, elle travaille dans plusieurs maisons, chez plusieurs personnes, certaines qui la traitent de façon correcte, d'autres de façon beaucoup moins correcte. Sauf que Adela, elle a de la répartie. Vous voyez, tous ces post-it, c'est les phrases qu'Adela pouvait balancer à la tronche, c'est les références, c'était génial. Et en fait, Adela, alors elle obéit parce qu'elle a besoin de travailler et qu'elle a besoin de nourrir sa famille, mais en même temps, tu sens qu'elle a pas envie de se laisser complètement marcher sur les pieds. Et un jour, va y avoir un petit problème chez une de ses patronnes.
et elle va se faire virer. Alors que finalement, elle n'a absolument rien fait, mais elle va se faire virer. Donc, dans son créneau, se libère du temps. Et elle va se retrouver à faire le ménage dans le bureau de Bud. Voilà. Au début, Bud, ça lui plaît pas trop. Hein. Honnêtement, il n'est pas forcément fan des noirs en plus, donc voilà, ça lui plaît pas trop. Et puis finalement, il va se rendre compte que Adela peut lui être utile. C'est-à-dire que quand il mène l'enquête pour retrouver la petite fille disparue, il va dans la communauté noire. Et il est très mal accueilli parce que les gens n'osent pas lui ouvrir, les gens ont peur. Forcément, ils ont peur. Un flic blanc, enfin, ils ont super peur, quoi. Et du coup, le fait qu'Adela vienne avec lui, elle connaît en fait les gens qui vivent là. Ça lui ouvre des portes et ça lui permet de mener l'enquête. En plus, c'est une communauté qu'elle connaît très bien, puisqu'elle en fait intégralement partie, donc ça peut lui filer un coup de main. Donc, elle l'aide sur certaines choses, et va se nouer entre eux. J'irai pas jusqu'à dire une forte amitié, mais un truc. Il va se nouer quelque chose entre eux, et en fait, ce roman, je l'ai adoré. Alors, l'enquête est sympa, mais pour moi, ça fait pas toute l'histoire. C'est vraiment les personnages en fait. Les personnages sont incroyables, ils sont hyper bien construits, ils sont hyper intéressants, hyper attachants, mais même Bud, qui est par moments une véritable enflure, t'arrives à t'attacher à lui en fait, c'est assez affolant. Et Adela, elle a ce tempérament, ce caractère, j'ai adoré. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans La couleur des sentiments, qui est juste un de mes romans et un de mes films préférés, j'ai adoré les deux, où on a justement cette communauté de femmes noires qui travaillent chez des riches blanches, et qui, même si elles s'écrasent devant leur patronne parce qu'elles n'ont pas le choix, eh bien elles ont quand même une grosse dignité, et derrière, tu vois, elles y vont. Et d'ailleurs, j'ai adoré parce que les auteurs mettent, mais ça tient en une ligne, hein, un gros clin d'œil à La couleur des sentiments en parlant d'un gâteau particulier. Ceux qui ont lu La couleur des sentiments voient exactement de quoi je parle. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai explosé de rire, je me suis dit, mais truc de fou, c'est trop génial. Et en fait, on a plein de petites choses comme ça, et cette ambiance de femme était géniale. Adela porte, pour moi, Adela et Bud portent complètement le roman. Et ce que j'ai vachement apprécié, c'est... au début, j'étais un peu déstabilisée par la narration. Je vais être honnête, au début, je me suis dit, c'est bizarre comme style, comme façon de présenter les choses. Et puis, au bout d'un moment... je m'y suis faite, et surtout je me suis mise à vachement apprécier, parce que pour moi j'ai trouvé que c'était déjà diablement efficace pour raconter cette histoire, et en plus ça avait un côté assez cinématographique. Et quand je connais pas les auteurs, j'aime bien me renseigner, et en fait quand je me suis renseignée après, j'ai découvert que les deux auteurs en fait de ce roman, donc c'est leur premier titre, mais c'est des auteurs de scénario à la base, et du coup ça m'a pas du tout étonnée, parce que tu le sens en fait, vraiment tu le sens. Mais j'ai trouvé ça super efficace. Enfin, moi j'ai adoré, j'ai littéralement adoré ce roman. Sincèrement, j'ai adoré ce roman. Ouais, j'ai adoré ce roman. Voilà. Le dénouement, j'ai surkiffé aussi. Pour moi, c'était génial. Maintenant, faut pas le prendre comme un thriller. Il y a une enquête, oui, mais faut pas le prendre comme un thriller parce que peut-être que ceux qui sont fans de thriller seraient déçus, ce serait dommage. Mais vraiment comme... je sais même pas dans quelle catégorie mettre ce bouquin, mais comme dans la catégorie petite pépite à découvrir, ça peut être pas mal ça. Non, franchement, ça a été une sublime lecture, pour l'instant pour moi, dans les romans qui sont sortis pour la rentrée littéraire. Pour l'instant, j'en ai lu aussi en young adulte et en jeunesse et tout, mais je peux vous assurer que pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai lu. Donc je vous le recommande vraiment de tout cœur. Vraiment à découvrir, si c'est pas maintenant, bah, l'année prochaine quand il sortira en poche, hein, parce que je peux complètement comprendre. Mais sincèrement, pour moi c'est un petit bijou, et n'hésitez pas à y aller, vraiment n'hésitez pas à y aller. Et si vous n'avez toujours pas lu La couleur des sentiments, surtout qu'il y en a plein qui m'ont dit qu'ils l'avaient dans leur palle, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Il est génial ce bouquin. Voilà. Je dois vous avouer que voilà, on est encore sur un livre sur la ségrégation. C'est un sujet moi que je trouve très très important, hein, c'est pas le souci. J'ai l'air débile avec mon pouce, bref. Sauf que bah, comme vous pouvez le voir, j'en ai lu beaucoup. Donc je pense que je vais essayer de faire une petite pause. Le problème c'est que dans ma pile à lire service presse rentrée littéraire, il y en a encore 3 ou 4 qui sont sur le même thème. Franchement cette année c'est on est servi quoi. En tout cas, alors le prochain, quand tu le lis, tu t'accroches à tes boyaux et à ton slip parce que franchement il est loin d'être évident. Il s'agit de Pray for Me de Marie H.G. C'est un roman auto-édité. Voilà, sachez-le, moi qui n'en lis jamais, voilà, c'est un roman auto-édité qui me faisait très envie, mais qui me faisait aussi très peur. Et finalement, l'histoire
était tellement incroyable que même s'il y avait des erreurs d'autres choses dans le roman, je les ai pas vues, parce que c'est plutôt bien écrit hein, d'ailleurs, donc du coup ça coule tout seul, et c'était... Oh là 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 là, en fait je pense qu'il y a des bouquins qui te marquent, et ce bouquin-là, moi il va s'imprégner en fait dans mon histoire de lectrice, parce que je pense que j'aurais du mal à oublier Jude et Saul. Je pense vraiment que je vais avoir beaucoup de mal à oublier ces deux personnages. Alors en fait dans cette histoire, donc je vous disais ensuite Jude et Saul. Donc Jude fait partie d'une... bon, il vit avec ses parents, etc. Hein. Il fait partie d'une communauté religieuse très... très présente dans sa vie, mais très présente dans la ville dans laquelle il vit aussi, légèrement envahissante et intrusive d'ailleurs, qui n'aime pas du tout qu'on l'ignore, et qui a des préjugés, et qui a surtout une personne, un prêcheur, en fait, un prédicateur, un prêcheur à la tête de cette communauté, qui est pas forcément quelqu'un de très bienveillant, et qui est, j'ai trouvé, en fait, décrit limite comme un gourou, en fait. C'était assez déstabilisant. Mais bon, voilà, Jude a sa foi, il est profondément croyant, et il fait partie de cette communauté à laquelle ses parents se sont greffés à la disparition de leur fille, puisque leur petite fille nouveau-née, enfin nouvelle, elle venait de naître et elle est décédée quelques mois plus tard. Et depuis cet événement, la famille s'est beaucoup appuyée sur cette communauté religieuse. Du coup, Jude a grandi avec la communauté et a grandi avec... C'est une communauté dont fait quasiment partie toute la ville dont il vient, donc en fait, pour lui, c'est normal. Et surtout, ça l'aide à beaucoup de choses dans sa vie quotidienne, donc pour lui, c'est quelque chose de très bon. À côté de ça, on a Saul, qui vient d'une famille... enfin voilà, ses parents viennent de divorcer. Il vient de Boston, mais sa mère veut ouvrir un bar dans un petit bled. Donc il part avec sa mère. Et il arrive dans l'endroit où vit Jude. Donc ils vont faire ils vont se connaître à l'âge de 12 ans. Voilà, ils vont se rencontrer à l'âge de 12 ans, ils vont devenir très amis. Un événement, il va se passer un truc entre eux assez... Voilà, il va se passer un truc, tout simplement. Et Saul, qui est pas forcément bien dans ce bled, en fait, il s'y sent pas très bien, va saisir finalement cette opportunité parce qu'ils se sont ils se sont disputés finalement, et du coup Saul va décider de retourner chez son père à Boston pour finir ses études et pour quitter ce patelin parce qu'il en a marre en fait, et ça lui plaît pas. En plus lui il est pas croyant, donc tout ça l'intéresse pas, il veut partir. Sauf qu'en fait Jude et Saul sont vraiment très proches l'un de l'autre et ils s'aiment vraiment beaucoup en fait. Du coup ils vont réussir à garder le contact pendant plusieurs années. On va très vite comprendre hein, que Saul est gay, vraiment très vite. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les parents de Saul, ils sont juste géniaux. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont les parents le prennent. Quand Saul leur dit « Ah, au fait, je suis gay ». Ah ok, bah très bien. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, toi, c'est cool, quoi. J'ai trouvé ça très bien parce que c'était pas mélodramatique et tout, c'était vraiment chouette. Donc Saul, voilà, lui, il le sait très rapidement, il l'assume très bien, tout se passe vraiment très bien pour lui. Jude, lui, se pose des questions parce que... il se rend bien compte qu'il a des sentiments pour Saul, sauf que c'est un péché en fait, c'est vraiment un péché, donc pour lui il comprend pas, il se dit mais c'est pas possible, et finalement ils vont se retrouver et commencer à vivre une belle histoire d'amour. Ils se retrouvent, ils sont assez jeunes, hein, ils ont 19-20 ans, quelque chose comme ça, sauf que forcément, à partir du moment où ils vont commencer à vivre leur histoire, alors de façon cachée pour Jude, parce que clairement il peut pas le dire à ses parents, hein, qui sont profondément pieux, et il peut pas non plus, enfin voilà, il peut pas le mettre, il peut pas le montrer à tout le monde, sauf que ça va quand même se savoir, et qu'il va y avoir une espèce de bourrage de crâne horrible, mais vraiment horrible, et Jude va vivre l'enfer. Va vivre l'enfer parce que va lui être fait un véritable chantage affectif au niveau de ses parents, au niveau de sa communauté religieuse, au point qu'on va l'envoyer dans un centre de conversion. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un centre de conversion, c'est... alors ça a été... je sais pas si aux États-Unis c'est illégal maintenant, en tout cas je sais qu'il y a pas mal d'endroits où c'est totalement illégal, parce que c'était... Voilà, hein, et mais ça existe toujours, hein, faut pas se voiler la face. Et en fait, c'est un endroit tenu par une communauté religieuse, très souvent, où on va en fait guérir la personne de son homosexualité. Voilà, par différents moyens hein, assez violents.
vraiment, de façon assez abjecte. Et en fait, Jude va être envoyé là-bas, sans savoir qu'il va dans un centre de reconversion. Lui, on lui a juste dit que c'était un endroit où il allait pouvoir se poser, réfléchir, et peut-être guérir. Mais on lui a pas dit qu'on allait le torturer, en fait. Et on a tout ce truc, je vais pas rentrer plus loin dans les détails, parce que j'en ai déjà dit beaucoup, même si clairement, j'en ai pas dit plus hein, que le résumé, je fais toujours très attention, donc voilà. Voilà, maintenant, warning, ce qui se passe dans le centre de conversion peut être très très dur à lire, voilà. C'est pas du voyeurisme, c'est pas, voilà, on n'est pas dans un truc malsain, mais c'est dur ce qui s'y passe. Et du coup, voilà, si vous êtes très très sensible, peut-être faites attention. Mais ce qui est beau en fait dans ce livre, c'est ça, c'est enfin c'est pas le centre de conversion, hein, on est d'accord, c'est je pense à autre chose dans ma tête, mon cerveau va plus vite que ma bouche. Ce qui est beau dans ce livre, c'est l'amour en fait, parce que ce qui va maintenir tout le temps à flot, que ce soit Jude ou Saul, c'est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et Jude, ce qu'il maintient en vie, c'est ça aussi, c'est qu'il se dit ok, c'est un péché, c'est mal, mais je comprends pas. Ce qu'il y a entre nous, entre lui et moi, c'est juste de l'amour. En quoi l'amour est mal? Et t'as tout ce questionnement, et c'était beau, parce que vraiment, c'est l'amour qui les porte, c'est l'amour qui les sauve. Les parents de Saul sont géniaux, vraiment, sont géniaux. Alors, les parents de Jude, hein, voilà. Maintenant, je rassure aussi les gens qui n'apprécieraient peut-être pas qu'on crache sur une religion. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, ce qui est mis en cause, alors oui, c'est un centre de conversion, et effectivement, là, on est sur une communauté religieuse, mais c'est pas la foi, c'est pas les croyances qui sont remis en cause, loin de là. Parce que justement, l'autrice fait intervenir un autre personnage, deux autres personnages, qui sont croyants, qui ont une foi très fervente, qui sont vraiment croyants, quoi. Et on voit bien que la réaction est totalement différente. Là, ce qu'on met vraiment en avant dans ce roman, c'est surtout l'intolérance, la connerie des gens, à quel point tu peux te faire polluer aussi, hein, si t'es pas assez fort, à quel point tu peux te faire embrigader par une personne, parce que là, clairement, la personne qui prêche dans cette communauté est loin d'être bienveillante. Hein. Et à quel point peut y avoir de l'intolérance et des difficultés, en fait, pour certaines personnes. Donc voilà, c'est vraiment pas, d'ailleurs elle le dit aussi à la fin dans les notes et tout, c'est vraiment pas contre la religion, hein. C'est plus pour mettre en avant ces centres de conversion, pour dire, hey, vous voyez ce qui existe, contre ça qu'il faut lutter en fait, il faut plus ça en fait, il faut plus cette chose-là. Et c'était vraiment fort comme roman, et moi il m'a... En fait je vous dis, il y a un avant et un après, je suis marquée par Jude et Saul, c'est une belle histoire, et leur amour est magnifique. Magnifique, vraiment c'était trop beau. Pour ceux qui ont un petit peu peur, il y a une ou deux scènes de sexe entre les deux personnages, mais franchement c'est pas elles sont pas là pour faire du voyeurisme, elles sont juste là pour être là. Il existe deux versions de ce roman, la version classique comme j'ai là, et la version plus soft où du coup doit pas y avoir les scènes de sexe, mais elles sont vraiment pas gênantes, hein. Sincèrement, mais pas du tout, puisque ils sont quand même assez jeunes, hein, c'est des jeunes adultes. Le seul défaut que j'ai trouvé à ce roman, qui m'a dérangé quand même très fortement au début du livre, c'est qu'en fait, on commence l'histoire, ils ont 12 ans, ok, 12-13 ans. Alors, que des enfants de 12-13 ans se rendent compte qu'ils sont attirés par une personne du même sexe, c'est pas un problème, hein, il n'y a pas de souci, il y a plein d'enfants qui s'en rendent compte bien avant, là n'est pas la question. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, donc on est dans la tête de Jude et de Saul, ils ont 12-13 ans. Et pour moi, il y a un vrai problème dans leur façon de penser et l'âge qu'ils ont. C'est pas du tout possible. Pour moi, c'est pas cohérent du tout. Surtout qu'on les suit et leur façon de penser n'a pas évolué, en fait. À part le fait qu'ils assument plus leur sexualité, mais mis à part ça, tu prends le passage du début où ils ont 12 ans et un passage où ils ont 18 ans, ils ont la même façon de voir les choses, en fait. Sauf qu'ils ont le permis et voilà. Mais sinon, ils réfléchissent de la même façon. Ça m'a gênée. Ça m'a profondément dérangée, parce que je lis beaucoup, vous savez, de littérature jeunesse. Et du coup, tu vois, voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un petit... qu'on sente quand même qu'ils avaient 12 ans. Et clairement, au début du roman, si tu m'avais pas dit qu'ils avaient 12 ans,
dans leur réflexion. Je parle pas dans leur action, parce qu'effectivement, le fait qu'ils aillent se balader en vélo, qu'ils jouent dans un lac, qu'ils doivent rendre des comptes à leurs parents, non, enfin oui, ils ont 12 ans quoi. Mais dans leur réflexion. Dans leur réflexion, j'ai trouvé que c'était peut-être pas les mots justes. Voilà, c'était peut-être pas les mots justes. Ouais. Ça m'a un petit peu chafouiné, on va dire, mais ça n'a pas duré, parce que le roman reste pas quand ils ont 12 ans, hein. Donc moi, une fois qu'ils avaient 16 ans, c'est bon, j'avais oublié, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est le seul petit truc, moi, qui m'a un peu fait tiquer au départ, mais après, le reste du roman, c'est plus du tout le cas. J'ai super mal au bras, ah, j'ai super mal au pouce, je suis cassée de partout. Et en plus, je commence à avoir mal à la gorge, parce que je suis sous la clim, et que j'arrête pas de parler. Vous savez ce que j'endure pour vous? Non, je déconne. Attends, parce que je tiens le livre avec le pouce brûlé. Si vous saviez, j'ai une cloque, les gars, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais... Voilà, donc ne sortez jamais une plaque du four avec une manique qui a un trou. Ça brûle. J'en étais où, du coup? Bref, j'ai adoré ce roman, je vous le recommande de tout cœur. Même si vous n'êtes pas quelqu'un... comment dire? Même si vous n'aimez pas la romance... enfin des romances, l'homo-romance, voilà, c'est pas gênant en fait, parce que sincèrement c'est juste, c'était très facile disons, de s'identifier à leurs sentiments, à leurs découvertes, c'était vraiment, non c'était vraiment bien, je vous le recommande vraiment de tout cœur. En plus, comme c'est de l'auto-édition, je pense que l'e-book doit pas être très cher. Et pour moi, c'est vraiment un roman à découvrir. En plus, qui fait quand même prendre conscience de beaucoup de choses. Et surtout, de ce que peuvent subir encore aujourd'hui des personnes gays, en fait. Hein. C'est assez dur, quoi. Mais voilà, j'ai adoré ce roman. Et pareil, je vous le recommande de tout cœur parce que c'était vraiment très chouette. Voilà, j'ai fini. J'ai fini et je crois que ça fait 50 minutes que je parle. Je vais en chier au montage. Voilà. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans cette vidéo, que vous avez découvert peut-être des titres, que je vous ai donné envie de lire certains romans. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de lire Alabama 1963 et Pray for Me, parce que vraiment, c'est des petites pépites et ouais, c'est cool de découvrir des romans comme ça. En plus, bon... Alabama 1963, je pense que vous allez le voir tourner quand même, parce que rentrée littéraire, tout ça. Mais Pray for Me, je pense que vous l'avez pas beaucoup vu, sauf si vous suivez des chaînes qui lisent beaucoup de romances MM, enfin de romances homosexuelles, voilà, parce que chaque fois on me demande ce que c'est MM, mais sinon vous n'avez pas dû beaucoup les voir circuler. Et puis c'est de l'auto-édition, autant soutenir aussi de temps en temps des auteurs. Oui, je sais, mon discours évolue et change. On en parlera un jour aussi de tout ça, mais je suis contente d'avoir, voilà, de réussir en fait à mettre la main sur des romans auto-édités de cette qualité-là, qui, voilà, pour moi, on me l'aurait pas dit, je l'aurais pas su en fait, hein, tout simplement. Donc je trouve ça plutôt vraiment très cool, très positif, et ça me donne envie de continuer vers cette démarche de lire des romans en auto-édition, quand il y a de la qualité, parce que bon, sinon ça va pas le faire du tout, hein. Voilà, c'est tout. Je vais me taire parce que sinon j'en ai pour 3 heures encore. J'espère du coup que vous avez fait des découvertes, que vous avez eu peut-être envie de lire certains de ces titres, que de toute façon, même si c'est pas ces titres-là, que je vous ai donné envie d'aller foncer dans un super bouquin, ou de foncer à la bibliothèque pour découvrir plein de titres, ou je sais pas, enfin voilà, que vous avez envie de lire. C'est, ouais, j'allais dire, c'est ce qui est le plus important. À mon sens, oui, mais peut-être pas à celui des autres. Voilà, je suis désolée, j'ai dormi 3 heures cette nuit, c'est très dur. Du coup, je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère que j'ai réussi à l'uploader à temps, parce que voilà, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être pas de vidéo dimanche, et en fait là je filme en speed cette vidéo samedi parce que on a reçu la box ce matin, ce qui est juste un miracle, puisqu'on nous avait dit qu'on ne l'aurait pas avant 10 jours. Voilà, donc normalement vous avez eu cette vidéo en temps et en heure, grâce à Free, pour une fois qu'ils font les choses bien. Digression, hein. En tout cas, je vous souhaite tout ce que vous voulez. Je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve dans quelques jours pour un vlog. Et voilà. Et puis du coup, je vous laisse. Bonne journée. Bye.